Bonjour à tous et bienvenue à votre toute première capsule de Physique NYA en mécanique. Donc on va commencer tout de suite avec la première section 1.1 dans le livre, qui s'appelle « Les unités du système international ». Alors, à chaque début de capsule que je fais comme ceci, il y aura une diapositive objectif de la section. À quoi ça sert une diapo comme ça? Bien, déjà, la première fois que vous regardez la capsule, vous allez savoir à quoi vous attendre. Puis ça fait aussi que les fois d'après, quand vous voulez regarder à nouveau une capsule, bien, vous pouvez juste regarder les objectifs de la section, puis vous allez rapidement vous souvenir si vous êtes capable d'accomplir les objectifs qui sont présentés ici. OK? Donc ça va être là, assez... ça va être un bon guide avant le début de chaque section, là, comme ça. OK? Donc, dans cette section-ci, on va parler essentiellement des unités du système international, des chiffres significatifs et des transformations d'unités. Donc, c'est une petite section, ça devrait bien aller, il n'y a rien de très complexe ici. On va essentiellement poser les bases de tout ce qui est unité là, pour la session à venir. Donc, commençons avec les unités fondamentales et on va essayer de les donner toujours dans les unités du système international. C'est la base. OK? Donc, si on commence tout de suite avec la première qu'on voit ici, la position. Quand on dit position, des fois aussi, c'est peut-être plus facile de le comprendre en termes de longueur. Hein? Comment on définit une longueur? Bien, on la définit en mètres. On pourrait la définir aussi en kilomètres, mais l'unité de base du système international, c'est le mètre. Okay? Donc, tout ce qui est position, longueur, on va les donner en mètres. Le symbole des mètres, vous le connaissez déjà, hein? C'est petit m. Ensuite, deuxième paramètre, le temps. À chaque fois qu'on mesure un temps, encore une fois, on pourrait le mesurer en secondes, en minutes, en heures, mais ça nous prend une base commune qui est l'unité du système international. Nous, le temps, on va la mesurer en secondes. Symbole des secondes, S minuscule. Ensuite, le troisième, on arrive à la masse. Bon, là, la masse, il ne faut pas la mélanger avec le mot poids. C'est pas la même chose. OK? Quand on parle de masse, c'est vraiment un des paramètres de base de la physique NYA. OK? Ne vous mélangez pas avec le poids. On arrivera plus tard à la définition de poids. Donc, la masse se donne en kilogrammes et le symbole de kilogramme, c'est kg. Je pense que vous le connaissez déjà, celui-là aussi. Ensuite, température. Faites attention, la température, l'unité de base, c'est pas le degré Celsius, comme on est habitué dans la vie de tous les jours. On va utiliser plutôt les kelvins. Pourquoi c'est les kelvins qu'on utilise? Eh bien, le zéro absolu correspond à 0 kelvin. Ça fait en sorte que c'est plus pratique d'utiliser les kelvins quand on va utiliser des équations avec des températures. Parce que si on utilise les Celsius dans des équations, ben, le zéro qui est dans le centre de l'échelle degré Celsius, il peut causer des problèmes. Okay? Donc, c'est juste pour cette raison-là qu'on va utiliser les kelvins comme unité de base là, de température. Le symbole du kelvin, c'est K majuscule. Le petit dernier ici, c'est quand on a une quantité de substance à mesurer. Okay? Vous l'avez peut-être déjà vu en chimie. Si ce n'est pas déjà fait, ça viendra. Et de toute façon, quand on va utiliser là, des moles, nous, en physique, ben, on reviendra dessus. Là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais une mole, c'est essentiellement une très grande quantité d'un objet. Okay? Puis c'est associé souvent là, au nombre d'Avogadro. On y reviendra. Si ça vous dit rien, là, c'est pas bien grave. Là. Donc sachez simplement que ça existe. Puis le symbole des moles, c'est MOL. Tout simplement. Ensuite, avec ces unités-là, on peut combiner certaines ensemble pour créer des unités secondaires. Donc, par exemple, quand on parle de vitesse, une vitesse, c'est quoi? Ben, c'est un déplacement en mètres divisé par le temps que ça nous a pris pour faire le déplacement. Donc, ça revient à être des mètres par des secondes. Donc, vous voyez, on a combiné deux unités de base. On a combiné la position et le temps. Mètres par seconde. Le symbole pour mètres par seconde, ben, c'est comme vous voyez ici, là, petit m sur petit s. OK? Pour ce qui est de l'accélération, ça, ce sont des mètres par seconde. Donc, ça revient à dire mètres par seconde au carré. C'est pour ça que le symbole, c'est mètres par seconde carré. OK? Puis là, je vous le dis, là, ce tableau-là, c'est pas nécessaire d'aller l'apprendre par cœur. Ça vous servira à rien. Puis de toute façon, quand on va entrer dans les équations puis dans les problèmes, là, les unités de vitesse, d'accélération et tout ça, je vous le dis, vous allez l'apprendre par cœur, mais inconsciemment.
Vous allez tellement les voir souvent que ça va venir tout seul. OK? Donc aujourd'hui, là, ça sert à rien de se casser la tête puis de se rentrer tout ça de force. Ça sert à rien. OK? Ça va venir tout seul par après. Ensuite, prochain paramètre physique, la fréquence. Une fréquence, on donne ça en Hertz. Et 1 Hertz, le symbole est ici, Hz, c'est l'équivalent de seconde à la moins 1. Bon. Je n'expliquerai pas tout de suite exactement c'est quoi une fréquence. Ça sert à rien. C'est juste pour vous présenter les paramètres physiques. Quand on va arriver au chapitre 2, là, on va utiliser la fréquence. Et là, ça sera logique que je vous explique en détail c'est quoi une fréquence. Okay? Même chose avec la force. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu, là. La force, ça se donne en Newton. Le symbole du Newton, c'est un N majuscule. Et un Newton, c'est équivalent à kilo fois mètre par seconde carré. Ça, là, cette équivalence-là, on ne l'apprend pas par cœur non plus. Ça sert à rien. Comme je vous ai mentionné, là, éventuellement, vous allez finir par le savoir, mais pour le moment, là, allez pas apprendre ça, ça sert à rien. Ensuite, l'énergie se donne en joules. Le symbole du joule, c'est le J majuscule. Puis on a l'équivalence ici, encore une fois. Ensuite, l'unité de puissance, c'est le watt. C'est comme les ampoules, 60, 100 watts. Bon, c'est une unité de puissance, ça. Watt, le symbole, c'est un W majuscule. OK? Et maintenant, avec ces unités-là, on peut mettre à l'avant des préfixes. Et les préfixes, ils servent à quoi? Ben, ils servent à changer l'ordre de grandeur de ce qu'on mesure avec une puissance de 10. Comme par exemple, vous connaissez très certainement c'est quoi un kilomètre, vous savez c'est quoi un centimètre, vous savez c'est quoi un millimètre. Bon, mais qu'est-ce qui diffère entre ces trois mots-là? C'est juste le préfixe. Hein? Le préfixe change la grandeur. Millimètre, vous savez ce que c'est. Centimètre, vous savez ce que c'est. Kilomètre, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils font ces préfixes-là? Ben, ils ajoutent une puissance de 10 à notre mesure de mètre. Dans ce cas-ci, des mètres. Okay? Donc, par exemple, 1 kilomètre, vous savez que c'est 1000 mètres. Ben, 1 kilomètre, c'est 10 à la 3. Parce que 10 à la 3, c'est 1000. Hein? Donc, 1000 mètres. 1 centimètre, vous savez que c'est 1 centième de mètre. Parce que centi veut dire 1 centième. Puissance de 10, ça serait 10 à la moins 2. Si vous ne le voyez pas aussi facilement, prenez votre calculatrice, tapez 10 à la moins 2 égale, vous allez voir, ça va vous donner 1 centième. Même logique avec millimètre. Un millimètre, c'est 1 millième de mètre, donc c'est une puissance 10 à la moins 3. Donc les 4 qui sont là, milli, centi, déci, kilo, je suis convaincu que vous les connaissez par cœur, avec les préfixes milli, centi, déci, kilo, que vous connaissez, j'en suis convaincu. Au cégep, on va en utiliser plus. Hein? Donc je vous dirais là, globalement, nous autres, on va aller de nano jusqu'à giga. OK? Les deux extrêmes, là, pico et tera, c'est pas mal plus rare, là. Mais sinon, de nano jusqu'à giga, ça, malheureusement, je vais être plate, mais je vais vous le dire, apprenez les puissances tout de suite par cœur parce que vous allez les voir souvent. Et en examen, on ne vous donnera pas l'équivalence des puissances. OK? Fait que si je vous dis 8 microsecondes, ben 8 microsecondes, il faut savoir déjà que c'est des unités de temps parce qu'on a utilisé le mot seconde, mais on a mis le préfixe micro devant. Micro, il est ici. Ça veut dire 10 à la moins 6. Ça veut dire 1 millionième de seconde. On pourrait aussi utiliser les préfixes pour d'autres types d'unités. Par exemple, je pourrais dire 3 mégawatts de puissance. Bon, ben 3 mégawatts, c'est quoi? Ben, c'est le préfixe méga, avec un M majuscule, et des mégas, ça veut dire 10 à la 6. C'est des millions de watts. OK? Donc, c'est une puissance. Donc, je répète, là, savoir là, de nano jusqu'à giga. Parce qu'on va les voir souvent, donc il faut les savoir ici. OK? Bon. Ensuite, pour ce qui est des chiffres significatifs, ça, c'est le nombre de chiffres qu'on écrit quand on donne une réponse. Par exemple, si je vous dis quelle est la longueur de mon efface, bon, vous ne la voyez pas là, mais mon efface, je pourrais prendre une règle, je la mesure, puis là, je dirais, mon efface, elle mesure 3,51 cm. J'ai écrit le chiffre 3, j'ai écrit le chiffre 5 et j'ai écrit le chiffre 1. Donc, chacun de ces trois chiffres-là sont un chiffre significatif. Pourquoi je me suis arrêté à 3 chiffres significatifs?
Ben, c'est probablement parce que le chiffre d'après, je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être un 5, ça peut être un 7. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je le sais que 3, je suis sûr de ce chiffre-là. Je suis sûr du 5 et je suis pas mal sûr du 1. Donc, j'ai écrit 3 chiffres significatifs parce que ces 3 chiffres-là, je suis sûr et certain que c'est ça. Quand on n'est plus capable d'estimer les chiffres d'après, parce qu'on manque de précision, ben on ne l'écrit pas. Fait on arrête là. Donc, on a 3 chiffres significatifs ici. Remarquez bien que si on convertit 3,51 cm en mètres, ça donne 0,0351 mètres, mais c'est équivalent, là. Je suis en train de dire la même chose. Je suis en train de donner la longueur de mon efface. Donc, le fait qu'on convertisse une unité comme ça n'a pas eu d'effet sur le nombre de chiffres significatifs. Hein? Vous voyez ici, cette ligne-là, on a encore 3 chiffres significatifs. Mais là, vous pourriez dire, oui, mais monsieur, on a 0,0. Ça, c'est des chiffres supplémentaires. Oui, mais les zéros qui sont avant, qu'on voit ici, qui sont avant les premiers chiffres significatifs, ne comptent pas comme chiffres significatifs. Parce que ces zéros-là servent uniquement à donner l'ordre de grandeur de la mesure. Okay? Donc, les zéros avant, on ne les compte pas. Ensuite, si vous avez beaucoup de chats à la maison puis vous aimez les chats, vous pouvez dire, moi, j'ai 20 chats à la maison. 20 chats, c'est pas la même chose que 2 chats. Donc, le 0 qui est ici, lui, il va compter dans les chiffres significatifs. Hein? Donc, vous voyez, 2 chiffres significatifs. Quand le 0 est après le premier chiffre significatif, on va le compter dans le chiffre significatif. Quand il est avant, on ne le compte pas. Ensuite, quand on écrit des choses en notation scientifique, par exemple ici 1,5 × 10 à la 7 kg. Les chiffres significatifs, c'est les deux qui sont là ici. Là. Le 1 et le 5. On a donc 2 chiffres significatifs. Si j'ai un instrument plus précis et que je connais le chiffre qui vient après le 5, si je veux, je peux l'écrire. Dans ce cas-ci, mettons, j'ai un nouvel outil plus précis, puis là, je suis capable de savoir que le chiffre d'après, c'est un 0. 1,50. Ben, on est d'accord que ça puis ça, là, c'est techniquement pas mal le même chiffre. Le même nombre, pardon. Mais celui-là ici, parce que j'ai écrit un 0 après le 5, ben ça compte comme un chiffre significatif. Je suis plus précis parce que j'ai rajouté ce 0-là que quand j'étais ici. OK? Donc, 2 chiffres significatifs ici. Ici, j'en ai 3. Bon. Pourquoi c'est important les chiffres significatifs? Ben, ça va être important, évidemment, au laboratoire. Quand on vous demande de mesurer des choses, votre nombre de chiffres significatifs devra concorder avec la précision de votre mesure. Non seulement ça, mais en examen aussi. Vous allez calculer quelque chose là, en examen, puis votre réponse, il faut la donner avec un certain nombre de chiffres significatifs. Puis ces chiffres significatifs-là, ben, si vous avez la bonne réponse, techniquement, ça devrait être les 3 mêmes chiffres significatifs que ma réponse à moi. Donc ça veut dire que si je corrige 3 chiffres significatifs, c'est ça qu'on dit ici, moi je corrige à 3 chiffres significatifs, ça veut dire que votre réponse finale doit avoir les 3 mêmes chiffres significatifs que moi. Donc ça veut dire que quand vous allez faire vos calculs intermédiaires, avant d'arriver à la réponse finale, il faudra garder au moins 4 chiffres significatifs pour être sûr que rendu à la fin, ben, vos 3 premiers chiffres significatifs vont être les 3 bons chiffres significatifs qu'il faut corriger. Puis si vous voulez, là, parce que vous n'aimez pas vous casser la tête ou quoi, là, au pire, gardez tous les chiffres significatifs dans votre calcul. Ça va être plus long parce que vous allez écrire plus de chiffres, mais c'est pas une faute. Donc, vous pourriez garder tous les chiffres significatifs de votre calculatrice, puis à la toute fin, arrondir à 3 chiffres significatifs, puis ça va être bien correct. Mais n'arrondissez jamais à moins de 4 chiffres significatifs. Parce que si vous arrondissez à 2 chiffres significatifs, puis à chaque calcul que vous faites, vous arrondissez, rendu à la fin, votre réponse finale, elle va être différente de la mienne. Et c'est là qu'on perd des points. OK? Donc, on garde 4 chiffres significatifs dans les calculs, puis à la fin, vous arrondissez à 3. Ensuite, des transformations d'unités. Bon, là, ça, pour comprendre comment on va faire, je vais vous le présenter avec ma tablette. On va faire un petit exercice. 2 exemples, en fait. Donc, ça va arriver souvent qu'on va avoir deux
Ben, deux réponses dans des unités différentes. Mais les unités décrivent la même chose. Par exemple, OK? Si je vous dis, là, on a une vitesse de 30 mètres par seconde. Ben, 30 mètres par seconde, ça correspond à combien de kilomètres-heure? Ça pourrait être l'inverse aussi. On pourrait avoir une vitesse en kilomètres-heure, puis je vous demande, ça correspond à combien de mètres par seconde? Il faut être capable de faire la conversion. Vous le voyez bien, ces deux unités-là sont des unités de vitesse, mais souvent, on veut tout convertir pour avoir une unité là, classique, là, système international. Donc, dans notre cas, c'est mètres par seconde. OK? Donc, il faut être capable là, de transformer les unités. Donc, on va faire un premier exemple. Je le fais pour vous ici. Transformation d'une vitesse. Puis ensuite, on va transformer une masse volumique. OK? Parce qu'il y a plein de types d'unités comme ça qu'on pourrait vouloir transformer. Bon. Donc, transformation d'une vitesse. On y va. Je vous montre comment faire ça. Donc, on a 30 mètres par seconde. Je l'écris comme ça. Puis je fais exprès de l'écrire comme ça. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Je veux transformer 30 mètres par seconde en kilomètres-heure. Donc ça veut dire que mes mètres, je veux les transformer en kilomètres et que mes secondes, je veux les transformer en heures. Donc pour faire ça, on va multiplier notre valeur 30 mètres par seconde par l'équivalent de 1 en faisant apparaître des nouvelles unités puis en faisant disparaître d'autres. OK? Regardez bien. Je vous montre la première étape. Ça va vous sauter aux yeux, puis ensuite, on va pouvoir poursuivre. OK? Je multiplie 30 mètres par seconde par 1 km divisé par 1000 mètres. OK? C'est peut-être pas évident, là, mais regardez cette valeur-là. Là. 1 km divisé par 1000 mètres. 1 km et 1000 mètres, c'est exactement la même chose. Ça décrit la même grandeur. Donc, 1 km divisé par 1000 mètres, c'est comme si je multipliais par 1. Donc, je ne modifie pas ma valeur de 30 mètres par seconde. Sauf que, quand je fais ça, ben, vous pouvez voir que j'ai un mètre ici et j'ai un mètre ici. J'ai un mètre qui est au numérateur et l'autre est au dénominateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les mètres vont s'annuler. Et là, soudainement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai enlevé les mètres et je les ai transformés en kilomètres. Hop. Les kilomètres, eux, ils restent là. OK? Donc ça, c'est la technique. Toujours multiplier par 1 pour faire disparaître quelque chose et faire apparaître autre chose. Donc là, je vais continuer parce qu'il faut que je transforme mes secondes en heures. Et donc là, ça va être la même technique. Je veux faire disparaître les secondes. Donc, je vais multiplier par quelque chose en secondes équivalent à quelque chose en heures. Pourquoi j'ai mis les secondes en haut? Ben, c'est que je veux que les secondes en haut annulent les secondes en bas dans mon 30 mètres par seconde. OK? Donc là, ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre l'équivalence entre les deux. Donc, on va mettre 1 heure ici. Ben, 1 heure, c'est égal à combien de secondes? Ben là, il faut y penser un petit peu. Hein? Dans 1 heure, il y a 60 minutes et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc, si on fait 60 minutes multiplié par 60 secondes, 60 fois 60, ça fait 3600 secondes. Donc, dans 1 heure, il y a 3600 secondes. C'est notre conversion là, équivalente à 1 ici. Et donc, même chose, les unités ici vont s'annuler. Là. Mes secondes, celle en bas annule celle en haut. Donc, les secondes sont parties. Et là, qu'est-ce qui me reste comme unité? Bien, vous voyez qu'il me reste des kilomètres en haut, ici. Puis, il me reste des heures en bas. Exactement ce que je voulais. Donc là, dernière étape. Tout ce qui me reste à faire, c'est de multiplier chacune de mes fractions qui sont ici. Donc, on va faire 30 fois 1 fois 3600. Ça, c'est mon numérateur. Et ensuite, on va diviser par tout ce qui se trouve au dénominateur. Donc, on va diviser par 1000 fois 1. Donc, on divise par 1000. Si vous faites ça dans votre calculatrice, je ne le ferai pas au long pour vous, là, mais convaincu que vous êtes capable de le faire. 30 fois 1 fois 3600 divise par 1000, ça va donner 108. Et les unités qui me restent, c'est des kilomètres-heure. OK? Donc voilà, j'ai transformé une vitesse en mètres par seconde en kilomètres-heure. Peut-être que vous connaissiez déjà le truc pour transformer des
des mètres par seconde en km/h, il s'agit de multiplier par 3,6 dans le fond. Là. C'est un raccourci, oui, effectivement. Si vous faites 30 fois 3,6, ça va directement donner 108 km/h. Mais si vous faites ça, c'est que vous avez appris le truc par cœur. Mais d'où est-ce qu'il vient le truc? Ben, il vient de la conversion que je viens de vous montrer. Il vient de ça ici, dans le fond. Hein? Si vous faites 3600 divisé par 1000, ben, ça donne le facteur 3,6. Donc, c'est de là qu'il vient le facteur 3,6. Bon. Celui-là, peut-être vous le connaissiez déjà par cœur, mais n'apprenez pas les facteurs de transformation par cœur parce que c'est pas pratique. Hein? Vous allez perdre là, la notion de transformation des unités qui, elle, est importante. Okay? Donc, ça, c'était notre premier exemple. Deuxième exemple, je vais juste vous revenir là, pour vous le montrer. On veut transformer une masse volumique. Donc, une masse volumique, c'est une masse par unité de volume d'un objet. Parfois, on appelle ça une densité. Okay? Donc, ici, on a une densité de 2,76 grammes par centimètre cube. Et on veut savoir, ça correspond à combien de kilogrammes par mètre cube. Donc, les deux, c'est des densités, mais ce n'est pas parfaitement équivalent. Donc, comment on fait ça? On part de 2,76. Puis là, je fais exprès de le mettre un par-dessus l'autre, les unités, là. Grammes par centimètre cube. Et, comme tantôt, je veux faire des multiplications par 1 qui vont annuler les unités que je ne veux pas et qui vont faire apparaître les unités que je veux. Donc, ça veut dire que les grammes, on va commencer par le facile, là. Les grammes, je veux les transformer en kilogrammes. Donc, je vais multiplier par quelque chose et au dénominateur, je veux des grammes parce qu'on n'oublie pas, je veux annuler les grammes. Là. Donc, s'il y a des grammes en haut, je vais mettre des grammes en bas pour annuler les grammes. Donc, ces grammes-là, je veux les transformer en kilogrammes parce que l'unité que je veux faire apparaître, c'est des kilogrammes. Et là, ensuite, ce qui me reste à faire, c'est de mettre les chiffres devant kilogrammes et grammes pour que ma fraction donne 1. Donc, on va dire 1 kilogramme. C'est égal à 1000 grammes. C'est 1, ça. Donc, les grammes au numérateur annulent les grammes au dénominateur. Et là, soudainement, j'ai fait apparaître des kilogrammes. OK? Ensuite, vient l'autre unité qui est peut-être un peu plus compliquée. C'est les centimètres cubes. OK? Bien sûr, vous savez que 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre. Mais 1 centimètre cube, est-ce que c'est aussi 1 centième de mètre cube? Non. Non, ça ne marche pas. OK? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, regardez bien. Je vais vous le montrer avec un petit dessin. OK? Quand on prend un cube, là, mes dessins ne seront pas fameux sur la tablette, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser notre imagination. Si notre cube a des arêtes de 1 cm, 1 cm par 1 cm par 1 cm. Puis là, je vous demande, c'est quoi le volume de ce cube-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez faire 1 cm fois 1 cm fois 1 cm. Puis là, vous allez dire, ben là, Carl, ça donne 1 cm cube. Oui, très bien. Vous avez raison. Mais si maintenant, je vous dis... Non, pardon, excusez, c'est pas ça que je voulais faire. OK, on rewind, vous voyez, je fais des erreurs. C'est l'inverse que je voulais faire. On veut pas des arêtes de 1 cm, on veut des arêtes de 1 mètre. Bon, je me reprends, donc excusez-moi. J'ai un cube avec des arêtes de 1 mètre. Quel est le volume de ce cube-là? Vous allez dire 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, ça donne 1 mètre cube. Oui, tout à fait. Rien de spécial ici. Mais là, si je vous dis, OK, je garde le même cube, mais je vais calculer, son volume en centimètres. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, des mètres, vous savez que ça correspond à 100 centimètres. Hein? Donc, on pourrait dire 100 centimètres, c'est la même chose que 1 mètre, multiplié par 100 cm, multiplié par 100 cm. Je suis en train de calculer la même chose. C'est le même cube, mais plutôt que de faire 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, je fais 100 cm fois 100 cm fois 100 cm.
Donc là, vous allez voir très rapidement que le fait que l'unité soit au cube, c'est comme si on multipliait l'unité 3 fois par elle-même. Donc 100 cm fois 100 cm fois 100 cm, ça donne 1 million centimètres cubes. Okay? Donc, c'est pour ça que 1 mètre cube, ce n'est pas égal à 100 cm cubes. C'est égal à 100 à la 3. Autrement dit, 1 million. Bon. Mais donc, ces deux chiffres-là, là, 1 mètre cube et 1 million de centimètres cubes, c'est la même chose. C'est pas donné dans la même unité, mais ça correspond au même cube de départ qui est ici, là. OK, je n'ai pas changé mon cube. Donc, quand je reviens à ma transformation d'unité maintenant, je veux faire disparaître mes centimètres cubes et faire apparaître mes mètres cubes. Donc, je vais multiplier par l'équivalent de 1. Je vais mettre mes centimètres cubes au numérateur parce que je veux annuler les centimètres cubes qui étaient déjà au dénominateur. Et je vais mettre les mètres cubes au dénominateur. OK? Et donc, rendu là, les chiffres qu'on met devant, ben, c'est notre équivalence. Donc, notre équivalence dit qu'on a 1 mètre cube pour 1 million de centimètres cubes. OK? Et là, rendu là, ben, on peut annuler l'unité centimètre cube. Et j'ai fait apparaître des mètres cubes. Donc, dernière étape, on fait notre multiplication. On multiplie tout ce qui est en haut divisé par tout ce qui est en bas. Donc, 2,76 fois 1 fois 1 million divisé par 1000. Si on fait le calcul, ça donne 2760. Il me reste les unités de kilos par mètre cube. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. J'ai transformé mes grammes par centimètre cube en kilogrammes par mètre cube. OK? C'est comme ça qu'on fait. Et là, on pourrait inventer n'importe quelle conversion comme ça d'une unité. Là, du moment que ça représente la même chose dans des unités différentes, on va toujours pouvoir faire des transformations d'unités avec cette méthode-là. OK? Donc, très bien, voilà pour les transformations d'unités. Et bonne nouvelle, c'est ce qui met fin à cette première section 1.1. Alors, je vous laisse là-dessus et on va très rapidement recevoir là, en ligne sur YouTube la section 1.2. Merci et à très bientôt.